Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire du C2RP consacré à un module de sensibilisation à la politique de la ville. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je suis accompagnée de Pierre-Édouard Martin, directeur adjoint de l'IREV. Bonjour Pierre-Édouard. Bonjour, bienvenue dans ce webinaire. Je vous propose sur la matinée, sur l'heure qui vient, de discuter un petit peu des fondamentaux de la politique de la ville, et puis que ce soit un échange constructif, c'est-à-dire qu'on puisse aussi aborder les sujets qui vous intéressent le plus dans la mesure de mes connaissances, évidemment. Si je n'ai pas la réponse, je pourrais vous la donner en faisant quelques recherches ultérieurement, c'est toujours possible. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on prenne l'heure devant nous pour faire le point sur l'objectif qu'on donne à la politique de la ville, pourquoi, comment ça fonctionne, un petit peu d'histoire aussi pour savoir comment des quartiers ont été identifiés comme particuliers et avoir une intervention supplémentaire dessus. Donc c'est aussi toutes ces questions-là qu'il faut aborder. Et là, j'ai un petit diaporama, mais qui peut être adapté en fonction de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à passer par la page poser une question pour qu'on puisse, au fur et à mesure de l'intervention, aller vers les sujets ou les interrogations que vous avez sur la politique de la ville. Donc, côté IREV, donc moi je suis directeur adjoint de cette structure. On est un centre de ressources sur la politique de la ville, sur le périmètre des Hauts-de-France, et on est en réseau avec d'autres centres de ressources qui ont tous des noms différents, mais que vous avez peut-être déjà rencontrés sur toute la France, puisqu'on couvre quasi toutes les régions sauf la Corse actuellement, et on a tous des noms différents. Donc ça peut être Réseauville sur Bretagne, Pays de la Loire, ça peut être Lorive sur le Grand Est, mais on est tous dans un réseau national qui nous permet aussi de coopérer. Et vous le verrez dans la bibliographie si vous y avez accès par la suite, d'organiser également des événements, des replays, des ressources sur les questions de politique de la ville, d'emploi dans les quartiers au niveau national. Donc voilà, donc on est un réseau, un centre de ressources régional dans un réseau national qui nous permet également d'avoir une vision plus nationale, et puis également d'intervenir régulièrement auprès de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT, dans ces webinaires de présentation des différents dispositifs portés par l'ANCT. Alors, de notre côté, côté IREV, comme le C2RP, nous sommes un groupement d'intérêt public, État, région, intercommunalité et partenaires. Les membres fondateurs, État et région, président successivement l'IREV, et on est une petite équipe de 8 ETP basée entre Port de Valenciennes et Grand Palais, avec un centre de documentation. Donc, si vous passez au C2RP, n'hésitez pas également à passer à l'IREV si vous souhaitez voir le centre de documentation. Nous sommes voisins. Notre objectif, rapidement, parce que ceux qui ont suivi les interventions ou la journée avec Morgane Petit précédemment, vous avez déjà eu cette présentation, mais nous, notre mission, notre cœur de mission, c'est d'accompagner les acteurs de la politique de la ville avec une cible particulière, c'est les chefs de projet politique de la ville, les délégués du préfet et les responsables politiques de la ville au sein de la région ou des départements. Ce corps de cible, on va dire, de pilote des contrats de ville, ça représente une centaine de personnes, 300 personnes si on compte les chefs de projet des communes, et puis plus largement, on va dire, un réseau élargi avec les associations, les partenaires d'autres structures à environ 1500 ou 2000 personnes en région Hauts-de-France. Et puis notre but, c'est justement de qualifier tout ce réseau-là et de diffuser les bonnes pratiques du territoire sous forme de fiches expérience, de webinaires. Donc n'hésitez pas à aller trouver la ressource sur notre site internet ou dans le centre de documentation. Alors, j'avais une petite question à vous poser, mais je ne sais pas comment ça se passe sur le chat. Donc, je vous la pose quand même. N'hésitez pas à répondre en posant une question. C'était votre niveau de connaissance de la politique de la ville.
on va dire il y a 4 niveaux. Niveau 1, vous êtes débutant et vous n'y connaissez strictement rien. Niveau 2, vous avez entendu parler de politique de la ville. Niveau 3, vous êtes déjà assez acculturé à la politique de la ville et à son jargon. Et niveau 4, vous êtes spécialiste de la politique de la ville. Donc, si vous êtes niveau 1, n'hésitez pas à me faire signe. C'est pour savoir si justement je pars du niveau 1 ou si je vais au niveau 2 et savoir vous placer aussi sur l'échelle de valeur. Donc, si vous êtes niveau 1, n'hésitez pas à me faire signe. Gwendoline, je ne sais pas comment ça peut se passer. Alors, on vous laisse dans l'onglet questions nous indiquer justement à quel niveau vous vous situez. Donc, vous avez l'onglet poser une nouvelle question. Vous pouvez à ce moment-là préciser justement si vous êtes niveau 1, 2, 3 ou 4, comme l'a indiqué Pierre-Édouard. Parce que si j'ai des niveaux 4, ce qui est très pratique, c'est qu'après, c'est vous qui pouvez faire la présentation à ma place. Et je n'hésiterai pas, en cas de questions très pertinentes, à vous laisser la parole pour répondre. On a un niveau 2 avec Isabelle déjà. Ok. Et pour les autres, n'hésitez pas à compléter pour qu'on puisse un peu situer et adapter la présentation en fonction de votre connaissance. Entre 2 et 3, bon, c'est... Il y a déjà des connaisseurs. Si vous êtes niveau 1, n'hésitez pas à le dire, hein, il n'y a pas de souci. Et j'en profite aussi pour rappeler, contrairement à certains de nos autres webinaires auxquels vous avez peut-être déjà participé, là, vu qu'on est quand même en petit comité, on peut vous donner la parole, vous pouvez être visible. Donc, dans la liste des participants, vous pouvez demander à participer et donc à monter sur scène pour poser vos questions en direct à Pierre-Édouard. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous souhaitez avoir un échange au-delà du chat. Alors donc, on a des réponses entre 1 et 3. Je suppose que la modestie vous a emporté et que personne ne s'est positionné en 4. Mais je suis sûr qu'au fond de vous, vous êtes quasi spécialiste. Alors, sur la politique de la ville, je vais vous montrer tout de suite la définition. Et puis, je vais vous dire aussi que c'est cette slide qu'il faut retenir sur la politique de la ville si vous souhaitez retenir quelque chose de cette heure. Alors, on va aller plus loin ensuite, mais il y a vraiment quelque chose autour de la réduction des écarts de développement au sein des villes qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'on a des quartiers qui, historiquement, se sont moins développés, ont subi plus de vulnérabilité ou de précarité que d'autres zones ou d'autres quartiers au sein des villes, et que le but de la politique de la ville, c'est justement de pouvoir réduire les écarts entre ces quartiers qui ont, pour certains, décroché et le reste des villes pour les remettre à niveau. Donc ça, c'est un petit peu la définition officielle. Elle est issue de la loi qui est notre cadre de fonctionnement, la loi Lamy du 21 février 2014. Et puis, c'est la définition communément admise par le ministère de la Transition écologique. Celle-ci a été reprise sur le site, mais la loi dit quasiment la même chose, peut-être en ajoutant quelques éléments supplémentaires. Mais cette finalité, c'est bien la réduction des écarts de développement au sein des villes et donc à restaurer l'égalité républicaine dans les quartiers les plus pauvres. Il y a cette notion de revenu et améliorer les conditions de vie des habitants. En fait, on a aussi quelque chose qui se passe entre des quartiers, on va dire l'urbain, et la vie des habitants, le social, et on est bien sur une politique qui va tenter de donner une réponse urbaine à des problématiques sociales, et donc pas uniquement des interventions individuelles ou des interventions urbaines, mais c'est bien l'articulation entre les deux qui joue. Et pour y parvenir, on a un système d'action territorialisée, c'est-à-dire au-delà des périmètres administratifs, il y a un périmètre nouveau d'intervention, c'est le quartier prioritaire de la politique de la ville. Alors ce quartier prioritaire, on va le voir par la suite, il a des frontières qui peuvent être extrêmement larges, d'autres très restrictives. Et en fait, tout l'intérêt, c'est d'essayer de voir au-delà des quartiers prioritaires, quels sont les quartiers de vie des habitants pour des interventions vraiment qualifiées sur le sujet. C'est aussi tout l'intérêt d'avoir un zonage qui est qualifié aussi par des problématiques propres à chaque territoire.
Alors sur, les principes d'action ensuite, quand on a fait le diagnostic de quartiers qui vont être en décrochage par rapport à d'autres quartiers urbains, on va avoir une intervention, particulière, puisque cette politique, on l'a vu, c'est sur des quartiers spécifiques. Donc on va avoir une politique territorialisée à l'échelle du quartier, mais aussi territorialisée à l'échelle de l'agglomération, parce que certaines problématiques vont régler à l'échelle de l'agglomération, pour les quartiers. Donc sur l'emploi, c'est un bon exemple, c'est qu'on a besoin de réfléchir au périmètre des zones d'emploi pour réussir à trouver des débouchés pour les habitants demandeurs d'emploi dans les quartiers. Et donc, en fait, on va avoir des interventions à plusieurs niveaux. Donc, sur le développement économique, c'est la même chose. Sur l'aménagement du territoire, vous avez déjà entendu parler certainement de la loi SRU. C'est la même chose. Le règlement de problématiques de quartier ne passe pas que par le périmètre des quartiers, mais par une politique d'agglomération. Donc, on a bien plusieurs niveaux d'intervention. Cette politique, elle se veut transversale, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié des problématiques en quartier, on va tenter d'aborder tous les thèmes qui vont toucher ce quartier. Donc, on a parlé de social, d'emploi, de réussite scolaire, de qualité urbaine, d'aménagement de ces quartiers, de logement, de développement économique. Donc, la politique, elle va vraiment être transversale et toucher une multitude d'acteurs. Donc c'est un petit peu l'aspect très intéressant, je trouve, de la politique de la ville, c'est vraiment de toucher à toutes les politiques publiques, mais c'est l'aspect aussi qui peut être compliqué à gérer, c'est-à-dire qu'un chef de projet, comme je vous disais tout à l'heure, politique de la ville, il va être obligé d'aller voir les collègues de l'ensemble des politiques publiques qui vont rayonner dans les quartiers, des collègues de sa structure, souvent les communes ou les intercommunalités, mais aussi des partenaires extérieurs, comme les acteurs de l'emploi, les associations de quartier, les établissements scolaires. Et donc, c'est une politique transversale qui est partenariale et qui trouve sa concrétisation dans un contrat, le contrat de ville dont on parlera tout à l'heure. Et en fait, chaque acteur vient s'engager sur la durée d'un contrat qui est de 6 ans pour promouvoir un développement de ces quartiers-là par des actions spécifiques. Et puis la politique, dans l'ADN de la politique de la ville, elle a vocation à être participative, c'est-à-dire que dès le début, et on le verra dans l'histoire de la politique de la ville, dès le début de la politique de la ville, c'est les citoyens, les habitants qui ont mené les premières actions pour améliorer la vie dans les quartiers. Ça a été une politique assez ascendante avec finalement un financement d'État qui est venu encourager cette politique et elle s'est toujours mise en place avec les habitants et c'est d'ailleurs un défi avec des politiques publiques de plus en plus complexes d'avoir toujours un accès et un regard sur les habitants des quartiers qui vont bénéficier, mais qui sont aussi acteurs de cette politique publique. Et puis, de fait, c'est un laboratoire d'expérimentation. Pourquoi? Parce qu'on est sur des quartiers pauvres. On va toucher une population assez vulnérable, assez fragile. Mais on va aussi tester des choses qui n'existent pas ailleurs, sur des schémas un peu différents, avec des partenaires multiples qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs sur des politiques un peu plus en silo. Et du coup, c'est ça aussi qui va être intéressant, c'est comment on arrive à inventer des nouvelles formes d'action publique qui peuvent sortir un petit peu de l'ordinaire et qui peuvent conduire à des nouveaux dispositifs qui montent progressivement en gamme et puis qui vont arriver dans les politiques publiques de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus généralisée. Donc c'est l'exemple dans les années 80 avec les missions locales qui ont démarré avec des expérimentations en quartier et progressivement elles sont arrivées dans le paysage institutionnel habituel qu'on a sur les politiques d'insertion des jeunes. Alors, je vais enchaîner avec les repères historiques pour vous montrer aussi comment ces quartiers se sont mis en place. Alors, je regarde dans le chat si j'ai quelques questions, mais ça va pour le moment. Vous êtes tous encore attentifs pour vous montrer pourquoi en fait on a des quartiers qui ont décroché en politique de la ville. Alors, vous le voyez, c'est une très belle photo d'Arras, une cité d'Arras. Sur les repères historiques, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
dans les années 50, on a un mouvement de construction de grands ensembles qui vont avoir une vocation à accueillir une population nombreuse qui va découvrir le confort moderne suite à une guerre qui a ravagé les villes avec les bombardements, mais aussi avec énormément de bidonvilles qui se concentrent notamment dans les centres-villes qui sont délabrés. Et en fait, ces nouvelles constructions, donc là, vous avez les biscottes qu'on retrouvait au sud de l'île. Vous avez, comme je vous l'ai montré, les cités HLM qui vont progressivement se mettre en place. Ces constructions-là ont une vertu, c'est qu'elles peuvent apporter tout le confort moderne de l'après-guerre, avec une vision assez nouvelle de l'urbanisme, issue de la Charte d'Athènes, et qui permet à une population de classe moyenne d'être logés ou relogés et de pouvoir se sortir des bidonvilles issus de l'après-guerre. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre aussi dans les grands ensembles, que maintenant on continue de voir, mais plutôt comme des immeubles de faible qualité. On a bien, dans les années 50, une appétence pour aller sur ce type de logement, et les classes moyennes n'hésitent pas à y aller en, 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 en parallèle des centres-villes qui, eux, sont plutôt délabrés. Donc ce phénomène-là, là je vous ai mis une carte, je ne sais pas si vous arrivez à tout lire, mais on a bien une histoire de la politique de la ville qui a une quarantaine d'années. Ce phénomène de reconstruction d'après-guerre, il va se heurter au choc pétrolier à la fin des années 70 et à l'apparition d'un nouveau mode de vie qui va prendre le dessus sur les grands ensembles et cette vie urbaine en périphérie des grands centres urbains, c'est la périurbanisation. C'est le modèle de la petite maison au milieu de son jardin dans le périurbain. Et ça, c'est le modèle de société qui va prédominer dans les années 70 jusqu'à maintenant quasiment, et qui va provoquer un changement dans ces grands ensembles. C'est un changement dans la population. C'est-à-dire qu'on a une fuite des classes moyennes de ces grands ensembles à partir des années 70, qui vont intégrer plutôt le modèle périurbain, donc pour faire simple, les lotissements du périurbain. Et puis dans ces quartiers-là, on a l'apparition également de quelque chose de très nouveau, c'est le chômage de masse lié au choc pétrolier, à la désindustrialisation progressive. Et ce chômage de masse, il va aussi provoquer dans ces quartiers une impression de ghettoisation des quartiers. C'est-à-dire on ne peut plus sortir des quartiers alors que préalablement, avec l'emploi, on avait l'opportunité de pouvoir sortir facilement du quartier. Donc on a une population, en plus des mouvements de décolonisation et, euh, et de et, euh, et de d'immigration, d'une population qui change à partir des années 70, qui va se fixer dans ces quartiers-là, et des classes moyennes qui vont s'en aller, donc une paupérisation de la population dans ces quartiers-là. Les quartiers construits premiers dans les années 50, les premiers grands ensembles, vont avoir tendance eux aussi à vieillir. On a construit dans les années 50 pour reloger des populations en bidonville, donc on a construit très vite et beaucoup. Et 20-25 ans plus tard, on a les premiers effets de ces constructions qui ont été rapidement construites, avec un habitat qui va avoir tendance à se dégrader. Donc les premiers effets, c'est les années 70, avec l'arrêt de ces constructions de grands ensembles, qui intervient en 73 avec une circulaire qui s'appelle la circulaire Guichard, que vous pouvez retrouver sur Internet, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et puis, une première prise de conscience de cette vie dans les quartiers et de cette paupérisation dans les quartiers, c'est ce qu'on a appelé la politique habitat et vie sociale en 77, qui est le lancement de ce qu'on appelle la politique de la ville, c'est-à-dire une intervention publique dans les quartiers pour en améliorer le cadre de vie et le niveau de vie de ses habitants. Donc ce démarrage, il se fait en parallèle de nouveaux phénomènes urbains qu'on ne connaissait pas avant les années 70, c'est les phénomènes de violence urbaine, mais aussi une prise de conscience d'une nouvelle norme et d'un nouveau
d'une nouvelle histoire de la France qu'elle n'avait pas connue, c'est ce qu'on appelle également l'intégration de l'ensemble des populations avec un regain de prise de conscience de phénomènes de discrimination envers certaines populations qui habitent justement dans ces quartiers-là. Donc on a des mouvements citoyens qui vont promouvoir plus d'égalité. Donc c'est l'exemple, c'est la petite affiche que vous avez à l'écran sur la marche pour l'égalité, qui a été reprise, si vous souhaitez aller regarder comment ça s'est déroulé avec un film avec Jamel Debbouze il y a quelques années. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce que ça donne. Des phénomènes, on va dire, de groupes de jeunes avec des phénomènes localisés d'émeutes urbaines sur les grands quartiers urbains, donc notamment en région lyonnaise ou en région parisienne. Et puis une prise de conscience également politique avec le rapport du Bedou, que vous pouvez également retrouver sur Internet, qui vient raconter un petit peu ce qui se passe, diagnostiquer la situation dans les quartiers avec une population paupérisée qui se sent exclue du reste de la ville, et qui se sent exclue également du monde du travail, avec le chômage qui explose à cette époque-là. Ce rapport, il s'appelle Ensemble refaire la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on le lit actuellement, on retrouve toutes les briques de notre société et de nos quartiers prioritaires de la ville actuellement, et avec justement ce que je vous disais, les principes d'action de la politique de la ville, la transversalité nécessaire, la territorialisation de l'action publique et la contractualisation nécessaire entre les différents partenaires qui interviennent sur ces quartiers-là. Donc si je reviens à la courbe historique, vous voyez, on a un phénomène initial qui est la construction des grands ensembles, mêlé à des phénomènes historiques de choc pétrolier, de désindustrialisation qui vont conduire à avoir une précarisation dans ces quartiers-là, et puis 30 ans de recherche de la bonne solution en milieu urbain avec cette politique de la ville qui va s'institutionnaliser progressivement avec ce phénomène de zonage qu'on connaît actuellement. Les quartiers prioritaires de la ville, c'est les QPV actuellement, mais avant, on a eu les US. On a également eu des quartiers DSQ, développement social des quartiers, c'était la démarche des années 80. Plusieurs noms comme ça qui vont arriver, et puis progressivement constituer la manière dont fonctionne la politique de la ville actuellement. Alors vous le voyez, sur la courbe en vert, on a à chaque fois des phénomènes nationaux, on va dire, ou internationaux, des chocs pétroliers, les traités européens, les lois de décentralisation qui vont changer un petit peu les principes d'action de la politique de la ville, et en même temps des phénomènes en quartier, notamment les émeutes. Alors les émeutes de 2005 qui ont constitué toute une mythologie aussi sur l'image des quartiers, les émeutes qu'on a eues cet été. Et à chaque fois, suite à ces émeutes, des nouvelles mesures qui sont prises pour résoudre ces phénomènes en quartier. Alors, je passe vite sur ces phénomènes pour vous situer un petit peu. Je regarde ma fenêtre. Gwendoline, pas de questions pour le moment? Tout va bien? Non, N'hésitez pas, hein, toujours si vous pas avez pour l'instant, mais voilà, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions, et peut-être aussi, si c'est pas forcément des questions directement sur ce que Pierre-Édouard est en train de dire, mais s'il y a des sujets plus particuliers que vous voulez qu'on aborde au fur et à mesure de la présentation, comme le disait Pierre-Édouard, on peut adapter aussi au fil de l'eau. Donc, on est là pour répondre à vos besoins. Tout à fait. N'hésitez pas. Donc je continue le déroulement sur l'historique. Si vous avez des questions, je peux y revenir également en étant plus précis sur certains phénomènes. Je vais un petit peu vous parler. Je vous ai parlé des US, mais il y a d'autres noms qui reviennent souvent dans l'imaginaire collectif. Et là, je vais vous poser une question, donc n'hésitez pas à répondre dans la fenêtre. Est-ce que vous avez un sigle qui représente pour vous ces quartiers de grands ensembles dans l'imaginaire collectif, on va dire? Est-ce que vous arrivez à trouver ce sigle qui revient régulièrement quand on parle des quartiers prioritaires?
Alors, je vous laisse répondre. Hop, et je distribuerai un bon point à la personne qui trouve. Tu nous as déjà cité pas mal de sigles de loi, etc. Ouais, Et je c'est n'ai sûr pas que ça... cité le dernier, et Ah, c'est t'as pas justement cité le ça. dernier. Ah, voilà, donc Florence a trouvé, c'est les ZUP. En fait, les ZUP, c'est les zones à urbaniser en priorité. Dans les années 60, c'était là où on allait construire les grands ensembles. Donc généralement, quand vous parlez de la ZUP de Wattignies et du quartier du Blanc-Riez, c'est pour ceux qui connaissent, c'était une zone à l'extérieur de la ville, dans des champs. Il fallait l'urbaniser rapidement pour construire des grands ensembles, et c'est devenu la ZUP. Donc souvent, dans l'imaginaire collectif, ces ZUP, c'est les quartiers prioritaires. Ces ZUP, elles sont devenues dans les années 90 les ZUS, les zones urbaines sensibles. En fait, c'était l'intervention de quartier, mais quand on regarde, souvent on calque la ZUS sur l'ancienne ZUP, la zone qui a été urbanisée dans les années 60. Et puis ce vocable, il est devenu maintenant les quartiers prioritaires de la ville, alors qui peuvent être des ZUP ou pas, et c'est là où justement on a cette identification des quartiers prioritaires maintenant qui est un vrai enjeu, et comment on fait pour choisir ces quartiers prioritaires. Donc je vous ai dit, on va dire dans notre imaginaire des quartiers prioritaires, on a plutôt des grands ensembles. C'est pas une réalité absolue, on peut avoir des quartiers des centres-bourgs qui sont paupérisés, qui représentent des quartiers prioritaires. On peut avoir les cités minières, notamment dans l'ex-bassin minier, qui sont en quartier prioritaire. Ce qui fait quartier prioritaire, c'est la loi qui le dit, la loi du 21 février, c'est une concentration de la pauvreté comparée grosso modo au seuil de pauvreté et à son caractère urbain. Donc en fait, on a concentration de la pauvreté et caractère urbain qu'on va avoir par un quartier sur une tranche de plus de 1000 habitants. Et c'est en fait en croisant ce taux de pauvreté et ces quartiers qui représentent des poches de pauvreté de 1000 habitants qu'on arrive à définir nos quartiers prioritaires. La méthode, c'est l'INSEE qui l'a. On passe des données géolocalisées, on essaie de regrouper les personnes qui sont en situation de précarité et en dessous du seuil de pauvreté, on arrive à une carte. Donc c'est pour ça que je vous ai dit au début, ces quartiers prioritaires, ils sont parfois un peu biscornus. Donc là, vous voyez sur la carte, à Boulogne-sur-Mer, c'est le chemin vert, donc quand vous le voyez sur la corniche quand vous arrivez à Boulogne-sur-Mer, pour ceux qui vont souvent à Nausicaa, euh, on voit que le quartier, il est un petit peu découpé, certaines fois rue par rue, d'autres fois par bloc de logement, d'autres fois ça prend un petit peu des grands ensembles, mais aussi d'autres poches de pauvreté. Donc, en fait, c'est en fonction du revenu des habitants. Donc, souvent, c'est déconnecté aussi du quartier vécu par les habitants. Vous avez des habitants, par exemple, sur le grand secteur sud de Lille, ils vous disent j'habite à Oisem, j'habite à Moulins, j'habite à Lille Sud, j'habite à Concorde. C'est quatre quartiers différents qui sont agglomérés dans un même quartier. Donc ça, faut en avoir conscience. Les quartiers, ils représentent une donnée fictive due uniquement à la concentration de la pauvreté, mesurée par l'INSEE, et puis redécoupée ensuite par rue pour donner ces paquets d'habitants, de 1000 habitants ou plus. Cette géographie prioritaire, par contre, ensuite, on intervient dessus, et là, on peut mettre un petit peu de qualitatif. Par contre, on a bien un phénomène de concentration de la pauvreté en dessous. En fait, on a la moitié de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté dans tous ces quartiers-là. Historiquement, avant ces QPV, avant la loi de 2014, on avait une grille multicritère. On essayait de regarder le taux de chômage dans les quartiers, le taux d'immigrés, la réussite scolaire des enfants et les données de familles monoparentales. Et on avait une grille d'analyse qui nous permettait de concevoir cette géographie prioritaire. Et finalement, on a retenu qu'un critère, c'est le revenu par habitant, qui permet en fait d'avoir une carte qui ressort quasiment la même qu'en multicritères, mais qui nous permet d'être beaucoup plus objectifs sur les poches de pauvreté, ce qui nous a permis aussi de découvrir des secteurs, des QPV, sur des secteurs qu'on n'avait pas forcément prévus. Alors, ce matin, j'étais sur les chiffres de Le Quesnoy, commune de 4000 habitants, dont le centre-ville est en QPV avec 1000 habitants qui sont donc concernés par la politique de la ville.
Donc voilà, au-delà des grands ensembles, on a aussi d'autres typologies d'habitat que ce qu'on a traditionnellement l'habitude de voir dans les secteurs prioritaires. Alors, en région Hauts-de-France, la géographie prioritaire a été renouvelée en début d'année avec un décret du 28 décembre 2023 qui nous permet d'avoir une nouvelle cartographie qui ne révolutionne pas la carte qu'on avait depuis 2014, mais qui vient adapter en fonction des contextes locaux. Des quartiers qui ont connu de la rénovation urbaine et qui ont pu avoir un changement de population sont sortis de la géographie prioritaire, et d'autres quartiers, à l'inverse, ont eu tendance à se paupériser, sont rentrés en quartier prioritaire. Donc on avait 199 quartiers de 2014 à 2023, et on a 204 quartiers, donc 5 quartiers de plus sur l'ensemble de la région Hauts-de-France. Ces quartiers sont répartis sur 39 intercos qui sont signataires des contrats de ville, et on a une augmentation de la population concernée. Donc là, c'est des projections, hein, ce n'est pas le chiffre définitif, mais c'est une projection du nombre de populations, on n'a pas encore le chiffre, mais on est à peu près à 700 000 habitants qui vont être concernés en Hauts-de-France, soit 11% de la population régionale. Et le 11% de la population régionale, il est assez important. Ça veut dire que quand on conçoit une politique publique généraliste, qui n'est pas politique de la ville, il faut bien vérifier qu'on a bien 11% des crédits ou des actions qui bénéficient aux habitants des quartiers prioritaires. Sinon, ça veut dire que on a un droit commun, ce qu'on appelle le droit commun, qui ne va pas toucher la population qui en aurait le plus besoin. Et c'est un phénomène qu'on a souvent, c'est que dans certaines politiques, on a 5% va être dédié aux quartiers prioritaires. Oui, mais 5%, nous on est à 11% de la population régionale. Ça veut donc dire que la population régionale en QPV va être moins touchée que le reste de la population. Et ça, c'est une veille à avoir en permanence. Donc toutes les données, vous pouvez les retrouver sur un site qui s'appelle le sij.ville.gouv.fr. Vous avez les données cartographiques au moins en ce moment. Et puis on nous a promis, l'INSEE nous a promis d'ici la fin du semestre d'avoir les données de chacun des quartiers prioritaires revus avec la nouvelle géographie prioritaire de 2023. Alors, le cadre réglementaire, je vous en ai déjà dévoilé quelques-uns. On a, pour créer cette articulation des partenaires et des différentes politiques publiques, on passe par un document qui s'appelle le contrat de ville, que vous devez certainement connaître. Ce contrat de ville, il est signé pour 6 ans et il est en cours de signature. Donc, pas mal de territoires ont déjà signé leur contrat de ville depuis le début de l'année. D'autres sont en cours de signature, mais normalement, donc la date limite c'était le 31 mars, mais normalement d'ici la fin du semestre, fin juin, on devrait avoir l'ensemble des contrats de ville régionaux qui sont signés. Donc 39 contrats de ville qui se signent à l'échelle de l'intercommunalité. Et quand on les lit, on peut retrouver des données qui peuvent vous intéresser, notamment donc, le quartier, la définition de la géographie prioritaire comme on vient de le faire, mais également des données sur ce qui se passe dans ces quartiers-là et au-delà, le diagnostic du territoire. Et puis ensuite, on va essayer de cibler, en fonction des diagnostics et des problématiques rencontrées, les grands enjeux et les objectifs qu'on se donne sur les 6 ans à venir pour contribuer à la résolution des problèmes qu'on a pu identifier. Et puis comme on est sur de la transversalité, on va avoir des engagements de chacun des partenaires pour essayer de savoir qui va faire quoi selon les compétences de chacun. Par exemple, la région plutôt portée sur le développement économique, l'aménagement du territoire, on va intervenir par exemple sur la création d'activités économiques, les tiers-lieux. On va avoir les départements qui vont plutôt avoir une mobilisation renforcée de leur politique sociale, les intercommunalités qui vont gérer par exemple les mobilités, les transports en commun vont avoir une intervention dessus. Les communes qui vont plutôt être sur les liens de voisinage, la participation citoyenne vont plutôt gérer, le lien aux associations, ces associations-là. Et puis, l'ensemble est prévu dans ce contrat de ville avec des engagements réciproques. Alors, on a d'autres partenaires comme BPI France, la Caisse des dépôts, les bailleurs sociaux qui peuvent intervenir. Voilà, on essaie dans un contrat de ville d'avoir un maximum de partenaires pour intervenir sur l'ensemble des champs de la vie sociale, urbaine et économique des quartiers.
Alors, notre cadre réglementaire, je vous en ai déjà parlé, il est issu de la loi Lamy du 21 février 2014, qui fait toujours référence, même si depuis 2014, ça fait 10 ans, on a eu pas mal d'évolutions. Alors, de la loi assez peu, mais réglementairement, les dispositifs ont pas mal changé. Et là, tout le défi des nouveaux contrats de ville, c'était de recalibrer les contrats de ville à cette loi, mais également à tout ce qui s'était fait depuis 2014, parce qu'on a plein d'autres phénomènes urbains qui se sont amplifiés, notamment sur tout ce qui va concerner la transition écologique, et donc on a dû faire évoluer aussi la manière d'intervenir dans les quartiers. Alors, le but de la loi de 2014, je vous ai repris l'ancienne diapo, puis en vert, c'est ce qui a changé. On avait cette identification des quartiers, donc 1300 quartiers. On a eu une refonte en 2024. On est toujours à peu près sur le même nombre de quartiers. Le pilotage qui se fait au niveau de l'agglomération, c'est les agglos qui sont les pilotes. C'est eux qui rédigent les contrats de ville. L'État est copilote en parallèle. Et puis ensuite, on a les partenaires qui vont être l'ensemble des partenaires que j'ai cités tout à l'heure, qui vont être signataires de ces contrats de ville. Le contrat de ville, c'est pour ça qu'il se veut unique. C'est qu'on a un contrat avec des enjeux, mais qui va concerner l'ensemble des partenaires. On ne va pas avoir 15 contrats les uns à côté des autres avec des contrats bilatéraux entre la région, l'interco, l'État, la région. On va essayer de tout mettre sur un contrat unique, un document unique pour l'ensemble des partenaires qui est très fortement lié au projet de territoire. Et ça, c'est aussi assez intéressant. C'est pour ça que le pilotage est à l'agglo. C'est que sur ce projet de territoire, généralement, on a toutes les autres politiques publiques qui vont s'y raccrocher. Donc, le fait de raccrocher ce contrat de ville au projet de territoire, c'est aussi une manière de simplifier le travail et les synergies entre les services de droit commun et la politique spécifique de la politique de la ville. Parce que c'est un des enjeux de la politique de la ville, c'est de ne pas réinventer des nouveaux dispositifs en complément, mais c'est bien d'aller chercher dans chacun des services qui existent déjà ce qui se fait de mieux et de savoir si c'est bien mobilisé dans les quartiers. Donc, par exemple, sur une politique de l'emploi, la politique de la ville ne va pas refaire en petit ce qui est fait à l'échelle globale, mais elle va bien interroger les acteurs de l'emploi, que ce soit France Travail, que ce soit les missions locales, pour essayer de savoir ce que chacun fait, ce que chacun peut faire en quartier. Et ensuite, si on voit qu'on a des spécificités qui ne sont pas remplies par le droit commun, on vient ajouter des actions supplémentaires. Mais le but, c'est bien de passer par le droit commun. Essayer de savoir, par exemple, sur les transports en commun, si on a bien un recouvrement en ligne de transport qui est équivalent en QPV ou hors QPV, si on a un bon cadencement des bus, une bonne qualité urbaine des abribus. Voilà, c'est des questions comme ça qui vont se poser. Et si on a des difficultés encore sur la mobilité des personnes, on va pouvoir aller plus loin avec des plateformes mobilité mises en place spécifiquement en QPV. Donc, ce cadre de 2014 prévoyait ce qu'on appelle un nouveau programme de renouvellement urbain, et on avait 450 quartiers prioritaires qui présentaient ce qu'on appelle des dysfonctionnements urbains, donc grosso modo des grands ensembles avec des immeubles qui avaient tendance à être très vétustes et avec une intervention en dur et très ambitieuse de démolition-reconstruction. Donc ce NPNRU, il a été relancé en 2014 et là, on est dans les travaux et on a une fin des NPNRU prévue initialement en 2027. Ça devrait durer un petit peu plus longtemps, mais on arrive sur la fin de ce programme de requalification lourde urbaine, ce qui n'est pas sans poser de question d'ailleurs sur les relogements et la vocation des démolitions alors qu'on est actuellement plutôt sur une crise du logement. Je vous en ai parlé, la remobilisation du droit commun. Alors là, c'est un phénomène aussi qu'on observe à 2 niveaux. Premier niveau, c'est que dans les quartiers prioritaires, on a plutôt un service public qui est moins performant qu'en dehors des quartiers prioritaires. Pourquoi? Parce que généralement, dans les quartiers prioritaires, on a
ce qu'on appelle une fuite du droit commun naturelle, c'est-à-dire on a des conditions qui sont moins bonnes pour exercer et donc les personnes vont avoir tendance, les professionnels ou les structures, à se retirer des quartiers, alors toujours avec un bon argument, mais au final, quand on cumule plusieurs services publics qui ont tendance à s'en aller des quartiers, ben, on n'a plus personne dans les quartiers. Je vous prends un exemple, c'est si on a des antennes à droite à gauche, et ben, le jour où on a une restructuration, on tente de regrouper tout le monde plutôt dans les centres-villes et pas dans les quartiers. Quand on a par exemple sur l'éducation nationale, des jeunes profs, ils vont être envoyés en première ligne dans les quartiers en Seine-Saint-Denis ou à Roubaix, alors que les personnes plus expérimentées vont se retrouver sur des collèges ou des lycées plutôt de centre-ville. Les jeunes policiers vont être envoyés plutôt en Seine-Saint-Denis pour s'aguerrir et puis après revenir sur des zones un peu plus un peu plus calmes. Et on a ce phénomène-là qui peut se produire sur plein de politiques publiques et finalement on a ce qu'on appelle une fuite du droit commun, c'est-à-dire des services publics de moins bonne qualité en quartier que hors quartier. Et puis il y a autre chose qui va se passer, là c'est plus on va dire la politique de la ville et cette politique spécifique qui en est responsable, c'est qu'en fait quand on dit on est en quartier, on va dire les professionnels qui ne sont pas en politique de la ville vont se dire bah, c'est bon, j'ai la politique de la ville en quartier qui va agir dessus, donc moi je peux me concentrer sur les autres quartiers. Ah oui, mais ça veut dire que le service public qui devait être rendu de la même manière sur le quartier par un acteur qui a vocation à être partout, il va se faire un peu moins bien parce qu'il va estimer que c'est à la politique de la ville de le faire. Donc en fait, les crédits qui devaient permettre à développer le quartier pour les faire rattraper les autres vont avoir tendance à rattraper ce que le service public ne fait plus, et du coup on a une fuite du droit commun. Donc, il y a pas mal d'études qui le reprennent, notamment en Seine-Saint-Denis, cette mobilisation du droit commun. Elle est extrêmement difficile à cerner, à identifier, pourtant elle existe et c'est un des phénomènes qui explique aussi la précarité qui peut subsister dans ces quartiers-là. C'est tout l'enjeu de pouvoir savoir ce que chacun fait dans son droit commun sur les quartiers, notamment sur les politiques sociales ou sur les politiques emploi, pour ensuite savoir ce qu'il convient de faire en plus pour permettre ce petit bond qui permet au quartier de rattraper les autres. Donc c'est un vrai enjeu de politique publique et chaque gouvernement en place, la première chose qu'il fait, c'est remobiliser le ministère de l'Éducation nationale, ses ministères régaliens, le ministère de l'Emploi pour savoir si effectivement il y a bien une intervention équivalente en quartier et hors quartier prioritaire avant d'arriver sur les solutions de crédit spécifiques. Et puis je vous en avais parlé, on va peut-être moins en parler aujourd'hui parce que je vois le temps qui passe extrêmement vite. Une participation citoyenne qui est toujours un principe réaffirmé, que ce soit dans n'importe quelle politique, c'est dans l'ADN, comment on arrive à intégrer les habitants dans les décisions, dans la co-construction, comment on construit avec eux les solutions qui leur sont proposées. Voilà, on est en perpétuelle réinterrogation sur les modalités de participation, mais c'est dans l'ADN de la politique de la ville, donc il faut toujours en avoir conscience quand on mène des actions en politique de la ville. Alors, on arrive maintenant à notre actualité. Je vous ai dit nouveaux quartiers qui sont appelés quartiers 2030 avec le petit logo que vous voyez en haut. On a eu toujours ce même cadre légal mais avec des adaptations et notamment un comité interministériel des villes en octobre 2023 qui a réaffirmé les priorités de l'État, notamment sur l'emploi, le nouveau sujet de la transition, des transitions écologiques, de la transition écologique et de la remobilisation des services publics. Donc, je vous le disais tout à l'heure sur le droit commun, notamment. Et un autre phénomène, c'est l'objectif de mixité sociale qui revient également, c'est-à-dire dans ces quartiers-là, pour éviter la ghettoisation, il faut recréer certaines mixités fonctionnelles avec du commerce, des activités économiques, etc., mais aussi sociales en amenant des classes moyennes dans les quartiers, en changeant un petit peu l'image de ces quartiers-là, en ajoutant d'autres catégories socio-professionnelles pour avoir une meilleure mixité sociale. Ce qui peut faire débat par ailleurs, notamment sur certaines métropoles assez gentrifiées, mais ce phénomène de mixité sociale, c'est aussi un préalable pour permettre plus de mixité scolaire et une meilleure réussite des enfants. Voilà, on avait un enjeu aussi extrêmement présent sur les indicateurs. Alors c'est quelque chose qui en politique de la ville,
on nous demande beaucoup d'évaluer les actions, mais finalement, ce caractère transversal, il est assez compliqué, notamment sur cette évaluation du droit commun disponible. Et c'est un vrai enjeu sur la connaissance qu'on a des quartiers et la connaissance de ce que chacun fait dans les quartiers. Donc ça, c'est un perpétuel, une course perpétuelle pour savoir ce qui se fait dans les quartiers, mais le diagnostic préalable, c'est vraiment une chose assez importante à avoir. Et de même sur la mobilisation de l'ensemble des partenaires. Donc, le C2RP vous propose de vous mobiliser sur la politique de la ville, et c'est très bien, on le fait sur l'ensemble des politiques publiques, on tente de le faire sur l'ensemble des politiques publiques, que ce soit avec les bailleurs sociaux, sur la transition écologique, on en a parlé, sur le sport, sur la santé. Voilà, il faut mobiliser un maximum de partenaires pour intervenir dans les quartiers et leur permettre ce petit développement supplémentaire. Et Toujours pas de justement, oui, questions? j'en profite, Oui. Pierre-Édouard, pour rebondir sur ce que tu disais là sur les indicateurs. Nous-mêmes, au niveau du C2RP, on va essayer justement de mieux mettre en visibilité les enjeux spécifiques au QPV, notamment dans notre observatoire régional emploi-formation. Donc, tous les outils qu'on vous propose traditionnellement, tableau de bord, cartographie des formations, vont essayer d'intégrer au maximum des indicateurs et des enjeux QPV d'ici la fin de l'année 2024. Donc, vous aurez ces outillages mis à jour prenant en compte la question QPV à cette date. Voilà, et j'en profite pour rajouter une couche sur enfin, l'indicateur ou le droit commun. Les frontières des quartiers prioritaires sont très contraignantes. Par contre, on voit que dès qu'on enlève ces frontières, on a une fuite complète des publics en quartier prioritaire. C'est parce que ces publics-là sont, alors vous le savez, je suppose, sur les politiques emploi notamment, avec ce qu'on appelle les invisibles, mais le public QPV est plus difficile qu'un autre à avoir. Et en fait, quand on, quand, quand on n'a pas cette segmentation ou ce zonage un petit peu barbare a priori sur ces populations, et ben, très vite, les habitudes des services publics, c'est d'aller vers les publics qui sont les plus faciles à capter et qui sont justement en dehors des QPV. Et c'est un petit peu l'effet pervers des zonages, c'est que c'est très contraignant, mais par contre, il n'y aurait pas de zonage, on verrait réellement une fuite de ce droit commun. Il y a un effort supplémentaire à fournir pour pouvoir toucher ces publics qui font souvent partie des invisibles, des NEETs ou autres. Tout à fait. Et c'est notamment parce que c'est des personnes qui ne vont pas forcément accéder à l'ensemble de leurs droits et du coup qui ne vont pas être inscrits et ne vont pas correspondre à ce que, on va dire, les administrations en général ont l'habitude d'avoir comme possibilité, un guichet, une inscription, on envoie un courrier pour solliciter la personne. Et là, on n'est pas dans ces cadres-là. Donc, ça demande aussi sur le aller vers en général d'autres méthodes pour aller justement détecter, alors notamment les jeunes, mais pas que, les personnes qui vont être le plus loin ou le plus éloignées de nos politiques publiques en général. Alors, je continue avec une petite slide qui va être ma dernière. N'hésitez pas si vous avez des questions, je le rappelle. Mais pour vous rappeler un petit peu ce qui est prévu sur l'emploi et l'entrepreneuriat à côté. Donc c'est assez récent, mais vous en avez sans doute entendu parler dans les précédents épisodes et vous en reparlerez sur les autres épisodes de ce cycle sur les QPV. On avait des cités de l'emploi qui étaient un dispositif avec 84 cités de l'emploi déployées sur l'ensemble du territoire national. Ces cités de l'emploi, elles vont changer de nom et devraient s'appeler les pactes de plein emploi, avec une extension du périmètre d'ici 2030 à 300 territoires. Et disons que les cités de l'emploi, elles étaient plutôt sur un échelon quartier, elles auront tendance à s'élargir sur un échelon plus grand, parce que finalement, leur pertinence a montré que pour mobiliser l'ensemble des partenaires, il faut parfois être à une échelle plus grande qu'un quartier seulement, mais vont plutôt se déployer sur les agglos moyennes à l'échelle des agglomérations. Et donc, ce but des pactes plein emploi, c'est de prendre le relais de France Travail, justement, sur ce travail de couture. Alors, je reprends
les mots-clés employés par la NCT, le dernier kilomètre pour aller vers les demandeurs d'emploi, le travail de couture, mais c'est-à-dire on a France Travail qui va faire justement ce travail de droit commun, de service public, de l'emploi, et puis pour les spécificités des QPV, pour aller chercher justement ces personnes les plus en difficulté, on aurait ces pactes plein emploi qui prennent le relais sur le dernier maillage nécessaire pour aller vers les personnes. Et effectivement, on a déjà eu le témoignage d'une cité de l'emploi lors de la rencontre, enfin d'une ex-cité de l'emploi et futur pacte de plein emploi de Beauvais qui était intervenu le 17 avril. Donc vous pouvez retrouver un exemple concret si vous ne connaissez pas dans le cadre du replay de la rencontre du 17 avril. Tout à fait, et la NCT publie également pas mal de ressources sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller regarder aussi ce qui se fait sur les propositions de ressources de la NCT sur leur site ou sur le site de la grande équipe, pour ceux qui connaissent. Deuxième chose qui peut vous intéresser, c'est le dispositif Les entreprises s'engagent pour les quartiers. Pourquoi ça peut intéresser? C'est parce qu'on a un objectif de 5000 entreprises. Ça va être des grandes entreprises françaises type Carrefour, Decathlon, à des PME qui vont être engagées pour s'ouvrir aux habitants des quartiers. Et pour ceux qui connaissaient avant, ça s'appelait la charte des entreprises et quartiers, qui est devenu le pacte pour les quartiers et avec les entreprises, et c'est devenu les entreprises s'engagent pour les quartiers. Et ce qui est intéressant dedans, c'est qu'on a une réelle dynamique des entreprises pour permettre l'ouverture des entreprises à des stagiaires, à des personnes en apprentissage, à des embauches en quartier, et souvent en passant par ces entreprises-là, on arrive à mener de belles actions pour promouvoir l'emploi dans les quartiers. Et puis, dernier programme qui va peut-être un peu plus concerner du développement économique, mais c'est le programme Entrepreneuriat Quartier 2030 qui va être porté par BPI France avec, on va dire, une belle dotation en termes d'euros au niveau national, qui vont permettre d'accélérer la détection des nouveaux entrepreneurs dans les quartiers. Mais souvent, on voit que l'entrepreneuriat en quartier, il s'agit également souvent aussi d'un emploi. C'est-à-dire on est à une frontière un peu ténue entre l'entrepreneuriat et l'emploi. On se crée son emploi en auto-entrepreneur. Et du coup, cet équilibre entre les entrepreneurs qui ont vocation à devenir des entreprises avec des salariés va rencontrer également l'entrepreneuriat individuel ou l'auto-entrepreneuriat qui a une vocation à valoriser ses compétences et à retourner à terme sur des emplois plus classiques. Et donc là, il y a un maillage qui va être nécessaire entre justement ces détections. Alors, BPI se donne pour objectif 500 000 personnes détectées, 100 000 créations d'entreprises, et puis 400 000 personnes à l'échelle nationale et jusqu'en 2030 à accompagner vers l'emploi, puisque leur création d'activité n'aurait pas vocation à arriver à terme. Donc voilà un petit peu les gros enjeux actuellement sur l'emploi, et ce plan, il est lancé actuellement. Donc les choses, elles se mettent peu à peu à disposition en même temps que les contrats de ville sont signés. Et donc là, on est plutôt sur la politique nationale portée par la NCT, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Il y a bien sur chaque territoire les spécificités, les actions précises sur l'emploi. Donc c'est pour ça que je vous encourage aussi à aller voir sur votre territoire spécifique ou sur vos territoires ce qu'il y a dans le contrat de ville et comment on anime ce contrat de ville qui est assez dynamique et qui permet justement de savoir où sont les zones de besoin sur l'emploi local, avec des spécificités très particulières. On a des quartiers, je l'ai dit, de l'île Sud, c'est 30 000 habitants, mais on a des petits quartiers à 1000 habitants en secteur plus rural, donc à chaque fois avec des spécificités et des acteurs complètement différents. On a Florence Léco qui nous demande si la connexion est obligatoire sur le site de la grande équipe. Il faut alors, je vous encourage à vous inscrire sur la grande équipe. C'est le réseau social de la NCT, pour faire simple. Et donc, il faut une connexion
Donc vous demandez un code d'accès et la NCT vous l'envoie dans les 2 heures généralement. Et derrière, en fait, ce qui est intéressant, notamment sur les cités de l'emploi, c'est que vous avez tous les webinaires de ces dernières années et le groupe emploi est assez actif sur la grande équipe. Ça vous permettra aussi d'avoir toutes les ressources de la NCT qui publie généralement tout sur ce support. Et, il y a parfois beaucoup plus d'infos qu'il ne peut y en avoir sur le site de la NCT en tant que tel. Voilà, donc je vous encourage à créer cette connexion, ce login, puis à enregistrer le mot de passe dans votre navigateur parce que sinon vous n'allez jamais vous y retrouver. Oui, d'autant plus si le groupe emploi est actif, ce sera pas un nouveau mot de passe pour rien s'il y a de la ressource accessible derrière. Et ben merci beaucoup Pierre-Édouard, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à l'entièreté de ce webinaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.